surprise, la population française vieillit. Le nombre de personnes âgées dépendantes est chaque année plus important au sein de votre famille. L'un de vos proches vit peut-être dans un EHPAD, mais ces établissements sont à bout de souffle. Les structures publiques connaissent une crise globale avec un déficit alarmant, des besoins croissants en personnel qualifié. Les professionnels de santé, les élus tirent la sonnette d'alarme pour sauver les EHPAD de notre région, car c'est là que se joue le quotidien de plus de 43 000 nordistes, sans doute de beaucoup plus dans les prochaines années. Comment expliquer ce déséquilibre financier? Quelles conséquences pour les résidents et leurs familles? Comment offrir mieux à nos aînés? Nous tentons d'y répondre ce soir dans Nord Politique. Bienvenue sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Nos invités, Frédéric Chéreau, président de la Fédération hospitalière de France, des Hauts-de-France. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes également maire socialiste de Douai. À distance, le vice-président de la FHF régionale, Fabien Petit, qui se joindra donc à l'échange. Bonsoir également. Vous êtes également directeur du centre hospitalier du Quesnoy. Mais avant de nous attaquer à ce vaste sujet, je vous propose un rapide regard sur l'actualité. Direction donc le littoral et plus précisément à Saint-Martin-Boulogne. Le personnel de la clinique de la Côte d'Opale est en grève illimitée depuis lundi. La maternité est à l'arrêt. C'est cette même maternité qui devrait fermer d'ici la fin de l'année, annonce du groupe Vivalto en avril dernier. Alors il s'agit là d'un établissement privé, monsieur Chéreau, mais est-ce que vous comprenez la colère de ces salariés ? Je ne vais pas me prononcer sur la situation d'un établissement privé. Moi, je représente les établissements publics, mais de fait, c'est l'ensemble du système de santé, du système de soins qui est en tension aujourd'hui. Ce que je voulais dire en revanche, c'est que sur cet établissement-là, cette clinique, nous avons eu l'information il y a déjà quelques semaines de la fermeture annoncée de la maternité. Et le système public, les hôpitaux publics voisins sont capables de reprendre la charge, même si nous l'avons appris assez tardivement finalement, mais à chaque fois que le privé tousse, quelque part le public tousse aussi, puisqu'il y a un report des hospitalisations, un report de l'activité, et à ça nous devons faire face. Le public n'a pas le choix que d'accueillir tous ceux qui poussent la porte et qui ont besoin de soins ou d'accueil. Et monsieur Petit, je vais essayer de vous poser ces questions également à distance. Est-ce que vous trouvez également que cette situation est peut-être symptomatique d'un secteur de la santé fragile, en difficulté, comme vient de le dire monsieur Chéreau, peut-être aussi d'un manque de moyens, que ce soit dans le domaine public ou privé ? Oui, alors là, ça touche le secteur de la maternité qui est en profonde restructuration. Il y a une baisse des naissances en France. Donc on peut penser que c'est en lien. On peut comprendre aussi l'inquiétude des salariés. Mais là, comme l'a dit le président Chéreau, l'hôpital public va reprendre l'activité. Et donc, en partie, les salariés vont aussi pouvoir être repris par l'hôpital public. Alors nous allons maintenant nous attaquer à notre sujet, les EHPAD donc des Hauts-de-France en déficit structurel. Le 13 mai dernier, la Fédération hospitalière de France a publié les résultats de son enquête sur la situation financière des EHPAD publics pour l'année 2024. La FHF Hauts-de-France a présenté des données régionales et le constat est clair, le déficit est structurel. 74% des EHPAD publics sont déficitaires contre 71% au niveau national. C'est une situation qui ne surprend plus, Frédéric Chéreau ? Non, ça ne nous surprend pas. Quand on regarde le modèle économique des EHPAD publics, moi j'aurais tendance à dire que nos directrices et directeurs, et je mets Fabien Petit évidemment du nombre, sont des magiciens qui, face à des contraintes très fortes, et plus fortes que dans les établissements à but lucratif, paradoxalement, face à des contraintes très fortes, arrivent malgré tout à faire tourner la machine. Mais on commence à être au bout du système et aujourd'hui nous ne fonctionnons plus que sur des successions d'aides d'urgence. Et ce que je voudrais dire avant de rentrer dans les chiffres, c'est que dans les EHPAD, c'est nos grands-parents, c'est nos arrière-grands-parents. C'est des gens qui ont bossé toute leur vie et qui ont le droit, qui ont mérité le droit, qu'on s'occupe d'eux jusqu'au bout et qu'on en prenne soin. Enfin, je voudrais commencer par cette question-là. Quelle société sommes-nous si nous ne sommes pas capables de prendre soin dignement de nos aînés, de nos anciens, et dans nos EHPAD publics, qui représentent la moitié des personnes en EHPAD dans la région, ce sont d'abord les plus modestes, les plus fragiles et souvent les plus malades qui sont accueillis. Ces évolutions, Fabien Petit, vous les avez constatées depuis que vous êtes à la tête du centre hospitalier du Quesnoy ? Oui, on a eu une véritable rupture depuis la crise sanitaire. On a eu un avant, un après. Déjà des EHPAD qui étaient fragilisés
avec un modèle économique qui était déjà assez précaire avant la crise, mais ce phénomène de crise sanitaire l'a accéléré. Et puis on a aussi eu l'image des EHPAD qui a pu être dégradée avec les scandales dits Orpea ou du secteur privé à but lucratif. Et donc tout cela nous inquiète énormément. Un secteur qui devient fragile, alors même que la population vieillit. On s'attend à un choc démographique d'ici 5 ans, avec les enfants du baby-boom qui vont rentrer progressivement dans l'indépendance. Et on se demande comment le service public va pouvoir accueillir cette population dans les prochaines années. Nous allons y revenir plus en détail sur ces différentes évolutions et cette crise post-Covid. Pour une rapide mise en contexte, 270 EHPAD publics dans les Hauts-de-France, soit 25 lits et places disponibles. C'est 51% de l'offre régionale. Vous, en tant que FHF, votre rôle, c'est d'accompagner ces structures, d'améliorer, renforcer cette offre ? C'est de défendre d'abord les femmes et les hommes qui font vivre ces EHPAD. Et je peux vous dire que nous avons des personnels, Fabien pourra en témoigner de manière encore plus vive que moi, des personnels dévoués à leur métier et qui, malgré les tensions, arrivent à assurer un niveau de qualité, un service à nos résidents dont nous pouvons être fiers. Mais oui, c'est 25 000 personnes dans nos EHPAD publics. C'est important, 25 000 personnes. Et encore une fois, nous avons tous des grands-parents, des arrière-grands-parents qui sont dans cette situation et nous avons envie, pour notre famille, d'offrir le meilleur. Mais aujourd'hui, nos EHPAD publics, qui encore une fois sont ceux qui accueillent les personnes les plus fragiles, les plus modestes, sont paradoxalement les EHPAD les moins bien financés. Il faut savoir que, par exemple, parce que nos résidences sont plus modestes, nos tarifs sont en moyenne 800 € en dessous par mois par rapport aux EHPAD lucratifs. Et inversement, nos charges par lit, par an, sont de 6 000 € de plus. Comment vous voulez faire face à ça ? On nous dit par exemple que dans les EHPAD privés, il y a une exonération sur la taxe des salaires. Pas chez nous. Des allègements de cotisations. Pas chez nous. Et nous venons de voir une augmentation très forte des cotisations retraite. Comment on fait face à ça ? Vous parlez d'inéquité socio-fiscale entre le secteur privé et le secteur public. Ça concerne principalement les charges salariales, qui représentent d'ailleurs la moitié des charges des établissements. Nous avons dans nos EHPAD, par exemple, des agents en arrêt maladie, ça arrive, et dans les EHPAD privés, c'est le cas aussi. Dans les métiers du soin. Dans les métiers du soin, d'ailleurs, l'absentéisme est parfois un peu supérieur, parce que ce sont des métiers très éprouvants. Eh bien, nous sommes assureur assureur en dernier recours de tous nos arrêts maladie. Ce n'est pas le cas dans les autres EHPAD. Voilà, ça c'était un exemple parmi d'autres. Quand vous avez 6 000 € de coûts en plus par lit, comment vous faites ? Et alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le financement d'un EHPAD, c'est 3 parties. En gros, c'est accueillir les gens, soigner les gens et s'occuper des personnes dépendantes. Et sur la partie dépendance, ce sont les départements qui nous financent et qui eux aussi sont à l'os. Les présidents de département étaient il n'y a pas longtemps avec le Premier ministre François Bayrou pour lui expliquer les grandes difficultés où sont les départements, surtout dans les Hauts-de-France, où la pauvreté est importante, il y a davantage de gens au RSA, davantage de gens à l'AAH. Les départements dans notre région financent un peu moins la dépendance par personne que la moyenne française, ont du mal à augmenter leurs tarifs alors que l'inflation est là pour nous aussi. Et parfois, quand nous n'arrivons pas à dépasser 95% de taux d'occupation, ce qui est beaucoup, les départements nous disent on va vous retirer des moyens. Et 95% de taux d'occupation, quand vous devez laisser parfois une chambre une semaine entière à la famille de la personne qui vient de décéder pour déménager, quand le résident qui est parti à l'hôpital pour une hospitalisation, parfois d'1 semaine, 2 semaines, ne vous est pas compté comme un résident, vous faites comment pour atteindre des taux comme celui-là ? Et ce taux d'occupation que vous évoquez est en train de remonter progressivement. Monsieur Petit a évoqué des crises qui ont touché les EHPAD depuis 2020. Donc d'abord le Covid. Il y a eu aussi cette affaire Orpea dans le secteur privé, mais qui a aussi déteint sur l'image de toutes les structures, qu'elles soient publiques et privées. Comment explique-t-on qu'aujourd'hui, ces lits, ce taux d'occupation repart à la hausse? Peut-être Fabien Petit, au sein de vos établissements? Alors ça repart à la hausse puisque à la fois on a un vieillissement de la population et puis aussi une population qui certes vieillit mais qui présente des pathologies. Et aujourd'hui l'EHPAD, ça devient une institution qui est importante après le maintien à domicile. Et donc, vers 85 ans ou plus, le maintien à domicile devient impossible et on a besoin d'avoir les EHPAD pour pouvoir accueillir au mieux les personnes âgées. Et pour cela, on a besoin de moyens humains, comme l'a dit le président Chéreau. Et aujourd'hui, pour financer cette masse salariale, on a besoin de ressources qui soient en adéquation. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Parce qu'il y a eu des revalorisations de salaire ces dernières années, importantes d'ailleurs pour pouvoir attirer la profession. Vous avez dû augmenter justement les personnels au sein de vos établissements? Tout à fait. Alors, on n'a pas le choix, hein, puisque ce sont des règles dans le secteur public, de la fonction publique. On applique les textes et les règlements qui sont nationaux. Et donc, effectivement, les personnels ont vu des revalorisations importantes et qui sont méritées, notamment sur les suggestions, c'est-à-dire le travail de nuit, le travail du dimanche, puisque un EHPAD comme un hôpital fonctionne toute l'année, 24 heures sur 24. Et cette pénibilité, elle a été reconnue, mais nos tarifs n'ont pas été revalorisés en proportion. Vous évoquez la sous-dotation de public malgré des aides abondantes ces dernières années qui ont permis en tout cas de maintenir certains établissements ouverts, de les sauver. Mais par rapport à la réalité des charges, pourquoi c'est toujours insuffisant? En quoi ces charges ont-elles augmenté? Les charges ont augmenté sur les salaires, Fabien Petit l'a bien expliqué, les charges ont augmenté sur les cotisations. Vous entendez peut-être cette histoire sur la CNRACL, les cotisations retraite de nos agents qui ont explosé. Et puis l'ensemble des charges, des dépenses courantes augmentent avec l'inflation. Mais ce que nous versent nos financeurs n'augmente pas forcément avec l'inflation. Alors on nous dit aujourd'hui, bonne nouvelle, vous allez pouvoir augmenter les tarifs de vos résidents. Oui, ceux qui peuvent, mais les gens qui ont une petite retraite et où le montant mensuel de leur retraite est déjà inférieur à ce qu'ils payent pour leur EHPAD. Des gens qui tapent dans leur épargne tous les mois. On ne peut pas leur augmenter leurs tarifs. Et au fond, en gros, cette annonce-là, elle correspond maximum à 10% de nos besoins. Donc ce n'est pas la panacée. Et j'irai plus loin, Fabien le confirmera sans doute, nous aurions besoin d'avoir davantage d'agents dans nos EHPAD, avec le niveau de dépendance des personnes que nous accueillons, dépendance qui augmente, des soins de plus en plus nécessaires. Il faudrait qu'on soit à un encadrant pour une personne hébergée, comme c'est le cas parfois ailleurs en Europe. On est aujourd'hui à 7 agents pour 10 personnes hébergées et on n'a pas envie, nous, simplement de faire de la course aux soins. On n'est pas là pour gérer des corps. Justement, l'idée, c'est de garder aux personnes le plus de dignité possible, de pouvoir continuer à faire de l'animation, de pouvoir faire des projets, d'héberger des gens qui vivent dans les meilleures conditions possibles les dernières années de leur vie. Sur la question des ressources, je vais en profiter pour rappeler les tarifs, les prix moyens mensuels dans les Hauts-de-France. Dans le secteur public, c'est donc 1 946 € oui, contre 2 749 dans le privé. Le fameux écart de près de 800 € dont vous parliez. Depuis la loi Bien Vieillir, elle a prévu la mise en place, donc à partir de cette année, de tarifs différenciés en fonction des revenus. Ce n'est pas la solution, donc, pour vous? C'est un petit bout de la solution. Fabien confirmera peut-être le chiffre, mais je pense, à mon sens, que ça peut répondre au maximum à 10% du besoin. C'est certainement pas la panacée. Et sur une grande partie de nos résidents qui sont à l'aide sociale, on ne pourra pas du tout augmenter les tarifs. C'est ça aussi le tarif différencié. Fabien Petit, est-ce que vous confirmez qu'à partir de cette année, il va falloir commencer à appliquer ce système de tarifs différenciés? Alors oui, c'est une nouvelle possibilité qui est offerte avec des marges de manœuvre limitées, mais on sait très bien que nos financeurs vont demander la mise en place de ce système, notamment pour pouvoir financer l'investissement. C'est aussi un enjeu sur le secteur public. On a besoin de rénover nos EHPAD, de les reconstruire, de passer de chambre double à chambre simple. Et pour cela, pour financer ces opérations, on va sûrement devoir mettre en place ce système différencié, mais les marges de manœuvre sont très faibles puisque ça ne va porter que sur les résidents payants, et encore faut-il qu'ils restent payants, puisque l'augmentation des tarifs pourrait très bien les amener à devenir dépendants de l'aide sociale. Il faut donc comprendre que malgré cette augmentation de tarifs, on n'arriverait pas à aller chercher l'argent qui manque pour améliorer les structures. Fabien Petit a soulevé aussi un autre enjeu qui est devant nous, c'est la vétusté de nos bâtiments. Nos EHPAD sont souvent un peu plus anciens et un peu moins bien adaptés que les autres. Par exemple, Fabien Petit parlait des chambres doubles. Quand vous avez des gens qui ne sont pas en couple et que dans une chambre double, vous ne pouvez mettre qu'une personne toute seule et que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un d'autre pour être dans la même chambre, ce qui n'est pas très confortable, ça vous fait une place vide. Vous avez aussi des EHPAD où nous sommes obligés de faire des travaux au fil de l'eau, ce qui nous bloque des chambres et fait baisser le taux d'occupation. Et en réalité, parfois, il faudrait reconstruire de zéro l'EHPAD. On n'a pas le premier centime pour ça.
Parfois, on nous dit, profitez-en, reconstruisez des très grands EHPAD, ce sera plus rentable, en tout cas moins cher par place. Mais on n'a pas non plus envie de faire des EHPAD d'usine. On veut rester, et je sais que Fabien à Landrecy a un projet de ce type-là, sur des EHPAD à taille humaine où les gens se sentent bien. C'est ça d'abord le plus important. Nous allons revenir un peu plus tard parce qu'il va aussi être question d'imaginer les EHPAD de demain et les solutions, parce qu'heureusement qu'il y a déjà des initiatives qui se font et des choses qui sont expérimentées dans la région. Sur les aides publiques, 40 établissements publics ont bénéficié d'aides exceptionnelles dans la région. À quoi ont-elles servi ces aides si ce n'est pas donc pour la rénovation des infrastructures ? Aujourd'hui, les aides publiques nous permettent simplement de boucher les trous dans le budget et de garder la tête hors de l'eau. On a des EHPAD aujourd'hui où simplement anticiper de payer les salaires du mois prochain, c'est toujours un peu une tension. On a certains EHPAD aujourd'hui où nous avons la crainte qu'à un moment donné, l'ARS, l'Agence régionale de santé, nous dise écoutez, on arrête les frais, on ferme l'EHPAD. Tout le monde est sur le fil. Les 3/4 des EHPAD sont sur le fil et toutes ces aides ne sont que des rustines. En fait, le problème, c'est que le modèle de fond n'est plus équilibré et l'est de moins en moins. Donc des aides à court terme pour survivre concrètement, voilà. Pas assez pour rénover dans le fond. 6 EHPAD publics ont d'ailleurs rattaché à la FHF ont fermé en 2024 dans les Hauts-de-France. En 2025, vous en repérez déjà 10 menacés de fermeture, 5 dans le Nord. Que se passe-t-il dans ces cas ? Effectivement, ce sont menacés de fermeture, je ne sais pas. En tout cas, ils sont fragiles. Et ils sont dans des situations qui ressemblent très fort aux EHPAD qui ont fermé. Et quand un EHPAD ferme, ça peut être parfois très rapide, très brutal. Les lits sont redistribués sur les EHPAD voisins. Mais vous pouvez vous retrouver, s'il n'y a pas de réflexion d'ensemble, avec une zone où les habitants de ce territoire n'ont plus d'EHPAD à proximité de chez eux. Puis comment font les familles qui étaient parfois pas loin et qui retrouvent leurs proches à 30-40 km de là? Tout ça doit être anticipé, préparé. On ne peut pas fermer des EHPAD comme ça dans l'affolement ou juste sur des questions chiffrées sur un coin de table. Est-ce qu'il y a dans ces cas-là un risque de privatisation ? Là encore, la privatisation, il y a plusieurs modèles d'EHPAD qui coexistent et fort bien, mais je ne suis pas sûr que les EHPAD privés sont capables de faire ce que nous faisons nous, encore une fois, pour les résidents les plus modestes, les plus fragiles et parfois les plus malades. On a besoin d'EHPAD publics et on a besoin d'EHPAD publics solides, en bonne santé, qui ont la tête durablement hors de l'eau et qui peuvent justement arrêter de penser en permanence à leurs problèmes budgétaires et se consacrer aux résidents, à accueillir dans de bonnes conditions et à offrir aussi de bonnes conditions de travail à nos agents. Alors justement, comment changer la donne? À quoi doit ressembler l'EHPAD de demain? Les professionnels du secteur et les élus sont d'accord. Il faut impérativement repenser tout le système d'aide aux personnes âgées. Oui, mais comment? La réflexion est en cours depuis plusieurs années avec des propositions concrètes qui existent. Elles sont même déjà expérimentées localement. Vous l'avez évoqué, le cas peut-être de l'établissement de Landrecy, Fabien Petit, qui a été repensé autrement, un grand chantier pour imaginer une nouvelle forme d'habitat. Tout à fait, c'est l'idée de projeter un EHPAD du futur quelque part, qui soit inclusif, domiciliaire, qui donne le sentiment d'être chez soi, ouvert sur la ville, mais aussi avec prendre en compte l'aspect développement durable. Cet EHPAD sera en bois et en paille, avec de la géothermie pour le chauffage. Donc là aussi, on a eu l'inflation qui nous a fortement pénalisé, les dépenses de gaz et d'électricité. Nous ont aussi participé à la fragilisation des établissements. Et dans ce prochain EHPAD, on n'aura pas ces contraintes, puisque on veut des matériaux biosourcés et qui soient écologiques et garantie pour l'avenir. L'idée aussi de ces EHPAD ouverts sur l'environnement, c'est de développer des tiers-lieux, d'accueillir par exemple des enfants, des classes au quotidien, d'être en lien aussi avec les services de maintien à domicile. Aujourd'hui, si on rentre tard en EHPAD, c'est parce qu'on peut d'abord rester à domicile, mais il faut qu'il y ait des interfaces entre ces deux secteurs qui peut-être jusqu'à présent ne dialoguaient pas beaucoup. Et donc c'est aussi comme ça qu'a été pensé ce prochain établissement. Un lieu de vie donc plus ouvert sur l'extérieur. D'ailleurs, cet établissement qui se trouve en plein centre-ville. Est-ce qu'on peut aussi imaginer des EHPAD hors les murs? Je sais qu'il y a ces expérimentations, notamment à Le Quesnoy, un système d'accompagnement à mi-chemin entre l'EHPAD et le domicile. Comment cela fonctionne-t-il concrètement? Je pense qu'il faudra mieux laisser Fabien Petit répondre là-dessus, et puis il connaît le projet, mais oui, effectivement, il faut qu'on ait toute une gradation entre le logement et l'EHPAD, et probablement des solutions intermédiaires, ne serait-ce que parce que nous allons être de plus en plus nombreux, de toute façon, à être concernés. Je pense qu'on viendra sur ce sujet. Le nombre de personnes de plus de 75 ans et de plus de 85 ans ne fait qu'augmenter.
Et donc, il est urgent de réfléchir non seulement sur la situation d'aujourd'hui, mais sur comment on fait demain pour accueillir dans les meilleures conditions des gens de plus en plus âgés et de plus en plus dépendants. Fabien Petit, sur la question de cette expérimentation de l'EHPAD hors les murs, des centres de ressources territoriaux, si je ne me trompe pas, vous expérimentez ce système à Le Quesnoy, même si je sais qu'il reste encore marginal dans la région. Oui, c'est un nouveau dispositif qui s'est créé depuis 2022 en France et au Quesnoy, on le porte avec le centre hospitalier de Valenciennes depuis 1 an maintenant. On prend en charge sur le secteur du Quesnoy à peu près 6 personnes à domicile. Donc, c'est des situations complexes de personnes qui pourraient relever de l'EHPAD, mais qu'on arrive à maintenir au domicile parce qu'on va renforcer l'accompagnement avec l'expérience qu'on a dans les EHPAD, avec notamment des moyens de médecins, d'infirmiers qui vont se déplacer à domicile et on va coordonner l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de la personne, garantir aussi un accès privilégié en cas d'hospitalisation dans de bonnes conditions. Mais ça reste marginal, c'est un dispositif qui se met en place progressivement, mais qui ne sera pas la réponse à la crise du système dans son ensemble. Le virage domiciliaire donc se poursuit, on l'a compris, il faut l'accompagner, mais ça ne suffira pas. L'un des grands combats d'ailleurs de la FHF est de réformer totalement le modèle de financement des EHPAD. Vous demandez une loi grand âge depuis plusieurs années. Que contiendrait-elle? Que doit-elle contenir en tout cas dans le fond? Alors, une des réflexions d'ailleurs, c'est de sortir de ce financement un peu en tuyau d'orgue, en plusieurs morceaux, où certains financent l'hébergement, certains financent le soin, certains financent la dépendance. Nous sommes en train d'expérimenter un rapprochement de ces différentes sources de financement pour avoir une approche globale des besoins d'un EHPAD. Ça, c'est une première chose. Et puis, effectivement, penser le système à la fois sur le domicile et l'EHPAD, sur du modulaire, qui aille du logement classique, où on vient apporter de l'aide de l'hospitalisation à domicile, des soins infirmiers à domicile, etc. Des logements peut-être adaptés, renforcés, qui soient du quasi-EHPAD, mais qui restent du logement classique. Et puis ensuite, de la résidence autonomie et de l'EHPAD. Il y a toute une gradation de lieux d'accueil, avec parfois peut-être la possibilité pour les gens de faire des pas en avant, en arrière, d'aller passer à un moment donné un temps en EHPAD et puis de revenir dans un logement adapté. Oui. Tout ça doit être pensé globalement, mais c'est maintenant qu'il faut s'y mettre, encore une fois, parce que la vague du grand âge arrive devant nous. Tant mieux. Tant mieux si la population vieillit, ça veut dire que nous sommes capables de vivre plus longtemps et si possible en bonne santé. Nous serons tous concernés un jour ou un autre. Donc posons ce débat, posons-le sereinement, mais posons-le dès maintenant, parce que c'est, au-delà des chiffres, une question de société. Dans quelle société voulons-nous vivre? Et une société digne de ce nom, c'est une société où on prend pleinement soin des aînés. Alors je suis désolée, je reviens quand même un peu aux chiffres parce que ce débat nécessite tout de même un plan d'investissement massif. Nous parlions des coupes budgétaires qui touchent les collectivités locales, territoriales. L'État n'est pas épargné, c'est bien la raison. Comment on peut aller chercher cet argent ? Alors, nous parlons depuis tout à l'heure des difficultés sur ce qu'on appelle le fonctionnement, c'est-à-dire le paiement quotidien des salaires, des factures, etc. Mais il y a aussi, vous venez de le souligner, l'investissement, et on en parlait tout à l'heure, il faut que nous reconstruisions un certain nombre d'EHPAD ou que nous rénovions en profondeur un certain nombre d'EHPAD. Comment fait-on là-dessus? Alors, nous avons, par exemple, moi je suis président d'un bailleur social, il y a des bailleurs sociaux qui viennent taper à la porte en disant, écoutez, nous ce qu'on peut faire, c'est vous construire un EHPAD et puis on vous le loue. Ça peut faire partie des pistes, mais il faut faire attention, quand on reconstruit un EHPAD, que ce soit vraiment pensé autour des besoins des équipes soignantes, des équipes d'accueil, et que ce ne soit pas du clé en main ou du prêt-à-porter, si je puis dire. Parce que la manière dont l'EHPAD va vivre et les coûts de fonctionnement dépendront de l'intelligence qu'on a mis au début dans la conception. Donc du cas par cas peut-être, des choses peut-être un peu moins normées, moins conformes à ce qu'il a déjà été fait, avec des initiatives, vous l'avez dit aussi, intergénérationnelles. Il y a des résidences de ce genre qui se sont construites à Dunkerque. Vous parliez d'un élément important peut-être aussi, de ne plus imaginer l'EHPAD comme un habitat définitif, même si on sait que deux résidents sur 3 quittent leur EHPAD après leur décès. C'est envisageable ça, Fabien Petit, d'imaginer d'être à l'EHPAD un moment et peut-être de retourner chez soi à un autre temps, ou d'avoir des parcours un peu plus originaux? Oui, alors ça se développe avec ce qu'on appelle l'hébergement temporaire.
on voit aussi la demande de plus en plus importante pour ce dispositif, c'est-à-dire par exemple de venir passer de 2 ou 3 mois à l'EHPAD parce que on vit près de ses enfants, les enfants partent en vacances ou s'absentent pour des raisons professionnelles. Eh bien, on va avoir une séquence à l'EHPAD ou après une hospitalisation, le temps de retrouver une consolidation avant de pouvoir repartir à domicile. C'est d'abord actuellement ce système qui est proposé par un grand nombre d'établissements. Après, l'évolution vers des EHPAD où on aurait par exemple des jeunes travailleurs sur un étage, des résidents sur l'autre, ça nécessite de repenser aussi les modèles de financement. Et là, aujourd'hui, on a besoin d'avoir peut-être de la souplesse et qui n'est pas permis par la réglementation actuelle sur le financement. Nos EHPAD sont souvent des EHPAD publics, des EHPAD hospitaliers, soit directement rattachés à un hôpital qui est juste à côté, soit sous statut hospitalier. Et donc, naturellement, effectivement, nous sommes le lieu un peu évident quand, Fabien le disait, quelqu'un sort d'hospitalisation, peut retourner chez soi, mais après 2-3 semaines de convalescence, on est beaucoup mieux dans un EHPAD que dans une chambre d'hôpital. Et donc, ça peut être effectivement une des formes d'occupation temporaire, de séjour temporaire. Mais il faut effectivement imaginer un système plus souple, moins rigide, avec moins de cases administratives contraintes, etc. Penser d'abord en fonction des besoins des résidents, en fonction du confort de travail des équipes, et adapter la loi, adapter les règles à l'objectif social que nous avons. Merci beaucoup Frédéric Chéreau. Merci également Fabien Petit, président donc de la Fédération hospitalière française des Hauts-de-France, et Fabien Petit, vice-président de cette même fédération. Merci d'avoir été avec nous. Très belle soirée à vous. Merci.